Soyons honnêtes, on a toutes et tous des défauts. Oui, mais quel est ton pire défaut, et notamment en amour? Dur de répondre à cette question, et en même temps c'est très important. Alors on va en parler. Bonjour à toutes et à tous mes enfants, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ou ce nouveau podcast, si tu écoutes ce contenu en podcast, dans lequel nous allons parler, tu l'auras compris, de vos pires défauts en amour. Pour celles et ceux qui regardent ce contenu en vidéo, oui effectivement, de façon tout à fait exceptionnelle, je tourne dans ma cuisine. Mon amoureux est malade et profite tranquillement du salon, je ne voudrais pas le déranger. Bref, aujourd'hui nous allons parler de vos pires défauts en amour, c'est la raison pour laquelle, comme d'habitude, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter quel est ton pire défaut en amour, quelles sont les circonstances dans lesquelles tu t'es rendu compte que c'était un problème et comment tu fais pour y travailler au quotidien, si tu y travailles au quotidien. Donc c'est parti, partons à la découverte ensemble de tous ces défauts qui méritent bien entendu d'être travaillés. Go! Tiens, intéressant, on démarre avec une Gertrude qui me dit « Mon pire défaut à moi en amour, c'est mon impatience. J'ai tendance à très vite m'enflammer, à m'emballer, souvent c'est par manque de patience. Et aujourd'hui, j'apprends que toutes les bonnes choses prennent du temps, surtout en amour. Rien ne sert de courir, comme on dit, #mon défaut. » Alors c'est intéressant ce que tu dis ma Gertrude, et en même temps je pense que c'est à prendre avec des pincettes. Alors déjà, si ton pire défaut en amour, c'est seulement d'être un peu impatiente, honnêtement, t'as de la chance. Je pense qu'on va avoir des dossiers un tout petit peu plus compliqués à gérer juste après. Et donc pour en revenir à ton impatience, je pense effectivement que toutes les bonnes choses prennent du temps, et d'ailleurs je suis absolument convaincue même qu'une histoire d'amour qui va commencer sur les chapeaux de roue, tu sais ces histoires dans lesquelles tout part très vite, immédiatement, on passe immédiatement tout notre temps ensemble, on parle immédiatement d'enfants, de mariage, etc. Très souvent, quand ça démarre très très vite comme ça retombe comme un soufflet. Et alors je pourrais te donner les raisons pour lesquelles ça fait ça en détail, mais en gros ce qui se passe c'est que toi potentiellement tu vas être la personne équilibrée des deux, et donc tu te dis oh waouh incroyable, tout se passe trop bien et tout, génial, je m'engouffre dans cette histoire qui part sur les chapeaux de roue, alors que l'autre ça va être quelqu'un qui a un grand vide dans sa vie et qui te laisse prendre toute la place. Donc pendant que toi t'es en mode oh là là mais incroyable, c'est génial, enfin quelqu'un qui me laisse plein de place et tout, l'autre est juste en train de combler un vide, pas forcément parce que c'est toi mais parce que il ou elle a besoin de combler ce vide. Bref, je vais pas m'étendre sur les explications là-dessus, mais c'est un tout petit bout de raison pour laquelle les histoires qui commencent trop vite entre guillemets sont pas forcément de bon augure. Donc moi Gertrude, ton impatience c'est un peu compliqué à gérer en amour, c'est cool d'en avoir conscience, et très souvent je reçois des messages de gens qui me disent ah mais Nad, il ou elle me répond pas tout de suite, qu'est-ce que je dois en penser, etc. Il faut en penser que patience, effectivement. Maintenant, il y a deux poids deux mesures, bien entendu. Avoir un peu de patience, c'est bien. Être capable d'attendre au moins une journée que ton crush te réponde, très bien. Mais si tu commences à partir du principe que oh là là, mon crush a mis 2 ou 3 semaines à répondre, oh bah c'est pas grave, il ou elle doit être occupé. Attention, c'est bien d'être patient ou patiente, d'être tolérant ou tolérante, mais tu sais, quelqu'un qui s'intéresse vraiment à toi, c'est pas forcément quelqu'un qui va mettre 3 semaines à te répondre, quoi. Toujours pareil, un peu mais pas trop. Oh là 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 là, ça c'est un très gros problème en amour. Gertrude me dit hello Nad, mon plus grand défaut en amour, c'est que je donne tout. Je suis prête à faire des choses qui me déplaisent pour plaire à mon partenaire. Oh, mais ça c'est presque un red flag. Je ne sais pas dire non. Par exemple, mon dernier ex m'a interdit les tatouages, les piercings, les potes garçons, les boîtes, et je m'y suis tenue pendant 2 ans et demi de relation. Oh, non mais enfin Gertrude. Comme souvent, le déclic m'est arrivé à la fin de la relation quand j'ai réussi à prendre de la hauteur sur la situation, mais sur le coup c'était vraiment pas drôle. Tu m'étonnes, t'étais juste privé de tes libertés en fait. Gros bisous à toi, j'adore ce que tu fais, continue comme ça, #mon défaut. Mais merci à toi ma Gertrude. Alors oui, merci beaucoup de souligner ce problème là, parce que c'est trop important. Mais tu sais quoi, à la limite c'est une vidéo sur les red flags numéro 2 là, ce que tu me racontes. Et on va mettre un peu plus de lumière sur cette image qui mérite d'être plus claire. Parce que là en fait, c'est même pas tant que tu sais pas dire non, c'est que tu t'es carrément oublié pour mieux plaire à la personne avec laquelle t'étais en couple. Parce que de base, hein, quelqu'un, que ce soit ton ami ou ton amoureux ou ton amoureuse ou quelque personne que ce soit, quelqu'un qui va essayer de prendre le contrôle de ton corps à ta place, c'est un maxi red flag, hein, soyons clairs. Et là dans ton cas c'était par rapport au tatouage et au piercing, donc tu n'avais juste pas le droit de faire ce que tu voulais de ton corps et de disposer tranquillement de ce qui t'appartient. Dans certaines autres relations ça va être par rapport au poil, ou par rapport aux cheveux, par rapport à la couleur de cheveux, le maquillage ou que sais-je. Rappelons-le, puisque de toute évidence ce n'est pas suffisamment clair, ton corps, ton choix, qui que ce soit qui va essayer de décider à ta place de ce que tu as envie de faire pour disposer tranquillement de ton corps, c'est un red flag. À la limite tu m'aurais expliqué que bon, ton ex ça le faisait vraiment chier que tu te drogues parce que la drogue c'est pas bon pour la santé, etc. Je t'aurais dit bah il voulait ton bien, effectivement c'est pas à lui de décider pour toi, mais bon c'est quand même dans une approche très très bienveillante. Effectivement si tu te piques à l'héroïne tous les jours, on préfère, enfin quelqu'un qui va t'aimer va préférer que tu ne le fasses pas, tu vois, de toute évidence. De la même façon que si tu fumes, quelqu'un qui va t'aimer va préférer que tu ne fumes pas, parce que tout le monde le sait, ça crée des cancers, c'est juste pas bon pour la santé, tu vois. Quoi qu'il arrive, on est quand même sur ton corps, ton choix, et il faut impérativement dissocier une attitude bienveillante de quelqu'un qui va s'inquiéter pour toi et te dire franchement je pense que ce serait bien peut-être que tu réduises telle ou telle chose, de quelqu'un qui veut contrôler ton corps sans aucune
aucune raison valable. Parce que là, le délire des tatouages, des piercings, alors j'y connais rien sur les tatouages, mais il y a tellement de gens qui s'en font, j'imagine que c'est pas mauvais pour la santé, j'ose espérer. C'est pas quelqu'un qui cherche à te protéger de quoi que ce soit, tu vois, c'est quelqu'un qui cherche à te contrôler. De la même façon que tu n'as pas le droit d'avoir des amis garçons, red flag. Parce que à la limite, on peut tout à fait comprendre pourquoi ton ex ne voulait pas que tu aies des amis mecs. Il était sans doute en insécurité, il manquait de confiance en lui et il avait peur que tu partes avec un autre. Très bien. Mais en fait, ce n'est pas une façon de régler ses insécurités. Si tu es en insécurité sur tel ou tel problème, on va en parler, je vais te rassurer et au fur et à mesure du temps, tu vas apprendre à me faire confiance et à te faire confiance. En revanche, interdire les amis garçons, c'est juste pas possible. Et de l'autre côté aussi, hein, une nana n'a pas à interdire les amis nanas, enfin bref, on n'a juste pas à interdire les amitiés, on n'a pas à interdire quoi que ce soit à la personne avec laquelle on est en couple, comme ça c'est clair. Et bref, pour en revenir à ton message, ma Gertrude, effectivement, tu es prête à faire des choses qui te déplaisent par amour, entre guillemets, c'est terrible parce que finalement, ça revient à être quelqu'un que tu n'es pas pour mieux plaire à l'autre. Et j'en parle très souvent, j'en ai parlé d'ailleurs il y a pas longtemps dans une de mes vidéos, je crois que c'était sur comment réussir un date, où je disais que l'idée, que ce soit pendant un rendez-vous amoureux ou par la suite quand on commence à sortir ensemble, c'est pas de se dire oh là là j'espère que je vais lui plaire. Non. L'idée c'est de se dire oh là là j'espère qu'il ou elle va me plaire. Est-ce qu'il ou elle va me plaire? Pas comment est-ce que je vais faire pour lui plaire. Parce que très simplement, tu es tel que tu es, c'est à prendre ou à laisser et ça ne bouge pas. Donc si tu commences à faire des choses comme ce que tu me dis ma Gertrude, où tu fais carrément des actions qui te déplaisent, où tu acceptes des limites, des injonctions qui ne te font pas plaisir pour mieux plaire à l'autre, on n'est pas bon du tout. Et c'est effectivement un gros problème. Je sais pas si on peut appeler ça un défaut parce que finalement ça vient d'un manque de confiance en toi. T'as l'impression que t'es obligé de faire ça pour qu'on t'aime. Dans tous les cas, c'est un problème qu'il faut impérativement régler et avant de le régler, il faut s'en rendre compte. Mais donc je te vois venir à 10 000 km, comment on fait pour régler ce problème-là? Je te dis, c'est pas facile au début, mais à chaque fois qu'on va essayer de t'enjoindre telle ou telle chose qui ne te plaît pas, il faut te poser la question de est-ce que j'ai envie de le faire, oui ou non? Si oui, quelle est la raison? Est-elle valable? Parce que toi, finalement, tu l'as fait, c'est que t'avais envie de le faire. Mais t'avais envie de le faire pas parce que ça te faisait plaisir de le faire, t'avais envie de le faire pour qu'il ou elle reste avec toi. Ce qui, encore une fois, n'est pas une bonne raison. Donc voilà comment on fait, au départ, pour se débarrasser de ce terrible défaut qu'est s'oublier soi-même pendant une relation. C'est se poser toujours la question de est-ce que j'en ai envie? Est-ce que j'en ai réellement envie? Si oui, pourquoi? Et est-ce que le pourquoi du comment est une raison valable? Vouloir faire quelque chose pour espérer que l'autre ne partira pas de cette façon-là, ce n'est pas une raison valable. Ça veut dire que t'es en train de te dénaturer pour mieux plaire à l'autre, ce qui est absolument mauvais. Parce que ça te fait perdre confiance en toi, et puis parce qu'en plus, ça t'enlève juste des libertés, quoi. Regarde où t'en es arrivé avec ce garçon-là, c'est pas bon du tout. Allez, on passe au problème suivant. Ah, c'est marrant, on enchaîne avec le problème tout à fait inverse. C'est Gertrude qui me dit « Mon pire défaut en amour, c'est que j'ai tellement peur que la personne que j'aime parte, donc exactement comme la Gertrude précédente, hein, que je la pousse à bout pour voir si elle va partir. Oh » Mais attention, pas dans le sens où il y a de l'humiliation ou autre, mais plus de la titiller, hashtag mon défaut. Alors, si tu la titilles juste en mode tu fais des petites blagues, j'ai envie de te dire ça va, y a pas de problème. En revanche, l'idée de pousser l'autre à bout pour voir si ou elle va partir, c'est pas bon du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans l'extrême inverse de l'histoire qu'on vient de voir, tu modifies à nouveau qui tu es pour voir si l'autre va rester ou pas, en fait. Tu mets l'autre à l'épreuve, mais à l'épreuve d'une personne que tu n'es pas. Donc ça veut dire que tu vas pousser tous les curseurs négatifs de ta personnalité pour voir si l'autre reste ou pas, sauf que tu sais, ce n'est pas toi d'être aussi désagréable, négatif ou négative, etc. Et donc finalement, ça s'apparente à de l'auto-sabotage. Parce que pousser quelqu'un à bout pour voir si ou elle va rester, c'est pas bon. Et en même temps, c'est très révélateur d'un manque de confiance en soi énorme, hein, mais ça n'excuse rien. Parce que là, dans ce que tu es en train de me raconter, ma Gertrude, alors peut-être que c'est pas ton cas à toi, mais il y a certaines personnes qui font ça, c'est un mécanisme d'autodéfense. Je te dis, ils poussent tous les curseurs négatifs de leur personnalité à fond en se disant comme ça, si ça passe, au moins je suis sûre que tu vas rester pour toujours. Alors effectivement, si le test est positif, tu as toutes les chances que cette relation dure, mais ce serait quand même bien de remettre les curseurs à la normale, parce que pauvre personne qui t'accompagne dans la vie, ça doit pas être très agréable non plus. Mais la réalité, c'est que en poussant tous tes curseurs à bout, notamment les négatifs, tu es encore une fois une personne différente de celle que tu es, et potentiellement tu ne seras jamais aussi désagréable, slash relou, slash j'en sais rien, qu'en poussant tous tes curseurs à bout. Donc quel intérêt de faire ça, puisque finalement t'es en train de faire passer un test à quelqu'un pour voir si ou elle est capable de supporter une personne que tu n'es de toute façon pas. C'est dommage, parce que t'as quand même 9 chances sur 10 pour que cette personne se casse, et parallèlement c'est un test qui ne te servira même pas par la suite. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je ne sais pas. Maintenant ce que je sais, c'est que beaucoup de gens font ça de façon tout à fait inconsciente, mais comme tout bon problème de confiance en soi qui se respecte, ça se travaille. Et comment on fait pour y travailler? J'y arrive. Dès que tu vas te rendre compte que t'as un comportement un peu plus relou que d'habitude, etc., essaie de te poser la question, est-ce que je suis en train de faire du test ou est-ce que je suis juste en train de réagir naturellement? Et si tu vois que t'es en train de faire du test, n'hésite pas, et je sais que c'est très difficile mais quand même, n'hésite pas à dire à l'autre, putain je suis désolée, je déteste faire ça, je me rends compte que je suis en train d'être encore plus relou que ce que je suis naturellement, parce que j'ai tellement besoin
d'être sûr que tu vas m'apprécier tel que je suis que du coup je pousse les curseurs. Pardon, je voulais vraiment pas faire ça, je vais essayer de faire plus attention la prochaine fois. Alors bien entendu tu le dis avec tes mots à toi, mais tu sais, faut t'avouer à moitié pardonner. Et d'ailleurs, si t'es dans un processus d'évolution sur tes problèmes de confiance en toi, etc., c'est cool d'en parler à l'autre parce que tu sais, potentiellement la personne avec laquelle tu vas vivre une histoire d'amour, déjà elle a envie de savoir où t'en es à ce niveau-là, et puis potentiellement elle aura envie de t'aider. Donc c'est tout bénef d'en parler, et je te dis, le meilleur moyen de s'empêcher de faire ça, c'est vraiment dès que tu te rends compte que t'as un comportement comme ça, de le reconnaître déjà, ne serait-ce que pour toi. Si t'es déjà à ce stade-là et que tu y arrives, de le reconnaître face à l'autre et de lui expliquer pourquoi tu réagis comme ça, et aussi et surtout pourquoi tu n'as plus envie de réagir comme ça. Et c'est cool, tu vois, c'est une façon d'apprendre à se connaître comme une autre. Ah, la dépendance affective, vous m'en parlez si souvent par message, enfin on va pouvoir en parler. C'est Gertrude qui m'explique, encore un problème de confiance en soi, qu'au début de sa relation elle était dépendante affective et que c'était sans doute son pire défaut en amour. Je te lis l'histoire et on en parle. Hello Nad, perso mon défaut en amour au début de ma relation actuelle qui a commencé quand j'avais 15 ans, c'était d'être complètement dépendante de mon mec, dans le sens où si on se voyait le soir, au moment de partir j'avais envie de pleurer, j'avais l'impression que je n'allais plus jamais le voir. Oh mais ma pauvre Gertrude, mais t'as tellement peur de l'abandon quoi. Avec le temps et en grandissant, j'ai appris à apprécier chaque moment sans spécialement me dire que ce serait peut-être le dernier. Et aujourd'hui, ça fait 5 ans que nous sommes dans une relation saine. Il a juste fallu que je relativise sur l'intensité de mes sentiments et sur cette peur irrationnelle qu'il allait partir alors qu'elle était infondée. Hashtag mon défaut. Ah mais c'est dingue que tu aies reconnu à quel point c'était un problème et que tu aies réussi à y travailler, entre guillemets, presque toute seule, parce qu'il y a des gens pour qui ça prend une vie de bosser sur ce défaut-là. Alors je vais te faire de la psychologie de comptoir, comme tu sais, je suis pas psy, mais d'une manière générale, ça vient d'un problème de l'enfance, relié aux parents, et c'est quelque chose de très difficilement contrôlable, la peur de l'abandon. Et très souvent, on s'en rend compte justement quand on commence sa vie amoureuse et qu'on tombe en dépendance affective, ou alors qu'on a peur à chaque fois d'être abandonné, d'être quitté, qu'on est victime de la peur de l'abandon. Donc moi Gertrude, trop bien que t'aies réussi à travailler là-dessus. Maintenant, pour celles et ceux qui nous écouteraient ou qui nous regarderaient et qui se diraient moi aussi j'ai ce problème-là, comment je fais? Je pense honnêtement, même si évidemment ça va dépendre du degré auquel tu souffres de cette peur de l'abandon, qu'une petite psychothérapie est toujours la bienvenue dans ces moments-là. Parce qu'encore une fois, d'une manière générale, comme je te disais, la peur de l'abandon, ça vient d'une blessure dans l'enfance, notamment reliée aux parents. Et tu sais, tu peux bien faire un travail sur toi, tu peux bien expliquer à ton mec ou à ta meuf que t'as ce problème-là, et ton mec ou ta meuf peut bien te rassurer au maximum à ce sujet-là. Si tu travailles pas, toi, en profondeur sur ce problème-là, t'as quand même peu de chances que ça parte tout à fait. Maintenant, si t'as ni l'envie, ni les moyens, ni les deux d'aller voir un psy, dans tous les cas, je pense que c'est malin d'en parler avec l'autre, de lui expliquer que t'as ce problème-là, potentiellement tu sais d'où il vient, donc pourquoi pas lui expliquer d'où ça vient, lui expliquer que t'as envie de travailler là-dessus, mais que pour travailler là-dessus, potentiellement tu vas avoir besoin d'être beaucoup plus rassuré que des personnes entre guillemets lambda qui n'auraient pas ce problème-là. Et surtout, accessoirement, ce serait bien de te mettre en couple avec quelqu'un qui est très empathique, qui a de l'amour à donner et qui surtout va apprécier de te réconforter et de te rassurer. Parce que tu sais, c'est pas le dada de tout le monde d'être présent ou présente pour dire des mots doux, pour réconforter l'autre, pour rassurer l'autre. Alors moi évidemment en tant que bon bisounours, ça me paraît être juste la base de la base de la base, mais il y a des gens que ça gonfle. Tout le monde n'aime pas particulièrement passer des heures à discuter de ce qu'il ou elle ressentent et de comment faire en sorte que ça aille mieux, etc. Donc si c'est ton cas, que tu as un problème avec l'abandon, etc., essaie de faire en sorte de t'acoquiner avec quelqu'un qui a de l'amour à donner et du temps et l'envie pour t'écouter, te rassurer, parce que sinon je pense que tu as de sombres jours devant toi et c'est pas ce qu'on te souhaite. Ah, trop intéressant! Gertrude, elle me dit: je suis trop entreprenante. Du coup, l'autre ne fait plus d'efforts pour me séduire ni pour me faire des surprises parce que j'organise tout toute seule. Et quand je me fatigue, l'autre a complètement oublié qu'il fallait également entretenir la flamme. Hashtag mon pire défaut. Ah, c'est marrant ça, ma Gertrude. Ça veut dire que finalement, dès le début de la relation, tu portes tout le poids de cette histoire sur tes deux épaules en te disant: allez, vas-y, moi je gère et tout. Et sans doute que t'es comme ça, t'aimes organiser des choses, t'aimes faire des choses. Et du coup, finalement, tu le fais par plaisir. Et quand tu fatigues un peu, bam, tu te rends compte qu'en fait, t'es déçu parce que l'autre n'a pas de répondant à ce sujet-là. Parce que tu sais, finalement, est-ce que la base du problème, elle se trouverait pas là? Comment ça se fait qu'il y a un moment où tu fatigues? Si tu fatigues, c'est la preuve que il a fallu que tu organises tellement de choses et tu n'as eu aucun retour, et donc tu fatigues. Parce que si t'avais eu des retours, si t'avais eu des petites surprises, des organisations autour de toi, peut-être que t'aurais eu moins de place finalement pour organiser autant de choses et pour te fatiguer autant. Je sais pas, à toi de voir selon ce que tu penses de tout ce que je te raconte et selon les échos que ça fait en toi. Mais moi j'ai tendance à penser que si tu organises autant de choses, c'est que tu as la place pour le faire. Or, si tu te trouvais face à quelqu'un qui lui aussi ou elle aussi organisait plein de choses et avait cette énergie-là qui a l'air de te plaire, tout à coup ce serait beaucoup plus équilibré et t'aurais moins vocation à te fatiguer. À voir maintenant peut-être aussi que tu organises tellement de choses que tu ne laisses pas la place à l'autre pour organiser certaines choses de temps en temps. Auquel cas, c'est un problème de ta part également. Mais ça pour le coup, j'ai pas suffisamment de détails pour y répondre, mais pose-toi vraiment la question. Est-ce que j'ai besoin de tout organiser parce que l'autre n'en fout pas une et donc finalement, est-ce que je serais pas
pas avec quelqu'un qui me correspond pas tout à fait parce que moi j'aime l'énergie, etc. Ou alors, est-ce que l'autre aurait pu proposer des choses, mais j'ai tellement pas laissé de place à l'autre pour avoir un espace pour lui-même ou elle-même organiser des choses que du coup je me suis fatiguée toute seule. Auquel cas, ça voudrait dire que le problème vient potentiellement de toi. Ou est-ce que ce serait pas un peu des deux? À toi de voir, à toi de réfléchir à ce sujet-là. J'espère que ça t'aura ouvert un tout petit peu l'esprit. Ah, c'est quelque chose qui revient beaucoup, ça. Hein. Mon pire défaut en amour, c'est que j'ai tellement peur de souffrir, j'ai tellement peur qu'il me quitte avant même qu'on soit ensemble, que tout au long de la relation, je me dis qu'il ne m'aime plus, qu'il va m'abandonner, bref, c'est difficile. Oui, il y a une école à côté de chez moi, j'imagine que tu entends la sonnerie. Bah oui, tu m'étonnes que ça doit être difficile d'être convaincu que l'autre va nous quitter, alors que on est en train de vivre notre best life en amour. D'ailleurs, le fait d'être convaincu que l'autre va nous quitter, ça t'empêche de vivre ta best life en amour, donc c'est trop dommage. Tu sais, t'as enfin la personne avec laquelle tu voulais être, t'as enfin tout ce que tu voulais, et bam, t'es juste incapable d'en profiter parce que tu te dis oh mon dieu, si ça se trouve il ou elle va me quitter. Et c'est ouf quand même que tu m'expliques, et tu es loin d'être la seule, qu'avant même d'être en couple avec la personne, tu te dis qu'il ou elle va te quitter. C'est terrible. Et d'ailleurs, très souvent, ce que je réponds aux personnes qui m'expliquent avoir cette peur-là, c'est que si tu réfléchissais de cette façon-là sur tous les sujets de la vie, mais tu sortirais plus jamais de chez toi en fait. Parce que tu sais, si tu commences à draguer quelqu'un en te disant oh my god, si ça se trouve il va déjà me quitter, je vais être malheureux ou malheureuse, à ce moment-là, arrête de traverser la route, parce que si ça se trouve tu pourrais te faire renverser par une voiture. Et puis te fais pas d'amis non plus parce qu'il pourrait te trahir. Et puis va pas au restaurant parce que tu pourrais avoir une intoxication alimentaire. Arrête tout court de manger d'ailleurs parce que tu pourrais avoir une intoxication alimentaire. Donc tu sais, si tu pousses ce raisonnement à son paroxysme, faut juste plus jamais te sortir de son lit. Et encore, peut-être qu'il faudrait sortir de son lit parce que ça pourrait casser les cheveux. Enfin tu sais, stop. C'est bien d'avoir un coup ou deux d'avance, c'est bien de se protéger un petit peu des agressions extérieures, mais tout extrême n'est jamais bon. Or là, t'es carrément dans l'extrême. Tu te rends compte, t'es juste en train de draguer la personne et tu te dis pas oh my god, si ça se trouve je lui plairais pas. Tu te dis déjà oh my god, comment je vais gérer la rupture. Mais tu m'étonnes que tu sois pas heureuse en amour. Tu sais, c'est comme à l'auto-école. Je me souviens de mon prof qui me disait si t'as peur d'aller dans le fossé, regarde tout droit parce que ton volant il va là où tu regardes. C'était pareil au permis moto d'ailleurs. Oui, j'ai mon permis moto. Du coup, ma Gertrude, toi, c'est comme si t'étais dans ta petite voiture de l'amour là, et le fossé c'est le fait qu'il te quitte, alors que l'histoire d'amour merveilleuse c'est devant. Et toi tu regardes dans le fossé, boum, donc il va te quitter parce que t'es complètement focus sur l'idée qu'il va te quitter. Alors que si t'étais focus sur le fait que tout allait bien et que c'était merveilleux et que t'avais envie de profiter de cette histoire, et bah boum, tirer tout droit. Tu sais, ça se résume à la théorie de l'attraction positive. Si tu penses positif, si tu réfléchis à des choses qui te conviennent, si tu essaies de te diriger par là-bas, tu vas finir par y arriver. Alors que si tu t'attardes sur chaque petit problème, chaque petit défaut, chaque petite chose qui va pas, bam, tu vas tomber dans le fossé et tu vas être malheureuse ad vitam aeternam. Donc, bien entendu, beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Toujours est-il que ça vaut le coup quand même d'essayer à chaque fois qu'on a une idée négative de ce style-là, en mode oh là là, mais je suis en train de draguer ce mec-là, mais mon dieu, comment je vais gérer la rupture, de se rendre compte que, one step at a time, on n'y est pas du tout là. À la limite, une fois que vous serez en couple depuis un petit moment et que vous traverserez une crise, je comprendrais que tu te dises oh my god, si jamais il me quitte. Mais t'es là pour l'instant, la seule chose qui t'intéresse c'est oh my god, est-ce qu'il me plaît et est-ce que je lui plais en retour. Ok? One step at a time. Un pas après l'autre si tu ne parles pas anglais, et autorise-toi à te foutre un peu la paix. Autorise-toi aussi à te rendre compte que là j'en ai trop dans mon assiette et j'ai pas besoin de gérer ces problèmes-là qui de toute façon n'existent pas pour l'instant. Je vais juste m'occuper de ce que j'ai déjà et ce sera bien suffisant. Courage. Je sais que c'est pas facile, mais t'en as carrément besoin là. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur vos pires défauts en amour. Je pense qu'on est loin, très loin d'avoir tout passé en revue parce que je m'attendais déjà à voir la jalousie, la suspicion et pour le coup le besoin de contrôler l'autre parce qu'on a vu celles et ceux qui se laissent contrôler, mais j'espérais avoir le point de vue de celles et ceux qui ont besoin de contrôler l'autre. Je pense que ça méritera un petit épisode numéro 2. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire. Dans tous les cas, si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube ou à cette chaîne de podcast. Tu peux également noter ce podcast, ça me fera drôlement plaisir. Si tu veux participer aux prochaines vidéos, tu le sais, c'est sur Instagram que ça se passe, donc je t'invite à venir me suivre. Et alors si tu as envie de me raconter ton histoire en direct et en privé, donc que ça ne passe pas en vidéo ou en podcast, je te rappelle au cas où tu ne le saurais pas que c'est possible, tu peux prendre rendez-vous avec moi sur mon site utilefutile.fr. Tu peux choisir de prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio, selon ce qui te met le plus à l'aise. Dans tous les cas, si tu as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas ou que t'as peur ou quoi que ce soit, j'ai envie de te dire, n'aie pas peur, je suis évidemment très gentille et bienveillante, mais surtout c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous. Donc tu n'hésites plus, utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de Diamant, ils sont là pour me soutenir, donc si tu as envie de venir les rejoindre pour me soutenir, n'hésite pas. Si tu as juste envie de me soutenir tout court, tu peux mettre un super thanks. Et tout ceci étant dit, il ne me reste plus qu'à te remercier vivement d'avoir regardé cette vidéo en entier, et en attendant la prochaine vidéo ou podcast, je te fais des très gros bisous. Ciao.